Surtout le début, ce sont des formalités. Donc voilà, j'ai le plaisir de vous accueillir pour ce troisième webinaire. Après un peu de cette problématique d'actualité, les microplastiques, avec notre invité du jour, Julien Boucher, qui se présentera un petit peu plus tard. Pour commencer, une brève petite introduction sur l'ASL, l'Association pour la sauvegarde du Léman, donc créée il y a maintenant 40 ans, 1980, plus de 40 ans, des scientifiques genevois, à l'époque où le lac va mal, des problèmes liés au phosphate notamment, dans le Léman. Une association donc franco-suisse comme le lac, forte de près de 4000 membres aujourd'hui, une association à but non lucratif, reconnue d'utilité publique et surtout de référence scientifique, ce qui lui donne toute sa légitimité. Qu'est-ce qu'on fait? Principalement des actions sur le terrain. Net Léman est peut-être l'action qui nous offre la plus grande visibilité, ce grand nettoyage qu'on organise tous les 2 ans. Beaucoup d'informations, de sensibilisation, notamment dans les écoles, présentes sur les stands. Encore notre trimestriel de Lémanique qui paraît 4 fois par année, ou encore comme ce soir avec des conférences. On essaie de participer, on participe à l'élaboration de politiques publiques, on est présent dans différentes commissions extra-parlementaires, ce qui nous permet de mettre une certaine pression sur les autorités. Et finalement, on fait de la recherche, des enquêtes, notamment sur le plastique, sur les microplastiques, qui est un petit peu notre dada, un de nos dadas en tout cas. En guise d'introduction, on va parler donc de plastique. Mais qu'est-ce que c'est que le plastique? D'abord, plastique, ce type de toute substance qui peut être mise en œuvre, qui peut être modelée, moulée, tout comme justement le plastique, qui est à la base un mélange qui contient un polymère, qui est la matière de base, pour ensuite qui est issu donc de pétrole, principalement, de gaz naturel, de charbon, auquel on va ajouter des additifs qui vont lui permettre d'avoir toutes ces belles propriétés extraordinaires. Le plastique, c'est fantastique, il est mou, il est dur, il reprend sa forme, il résiste au feu, il résiste aux rayons ultraviolets. Bref, ce matériau fantastique qu'on va essayer de découvrir un petit peu ce soir et de ne pas que le bannir, mais essayer de comprendre comment mieux l'utiliser. Je vais tout de suite vous mettre à l'épreuve avec le premier petit sondage que voici. La production mondiale. Alors, je vais lancer le sondage. La production mondiale de plastique ne cesse d'augmenter. À votre avis, de combien est-ce qu'elle a augmenté depuis l'an 2000, donc ces 20 dernières années, sachant qu'on a commencé à utiliser du plastique, surtout de manière industrielle, au milieu du siècle passé. Il y en a 3 qui n'ont pas répondu. Plus que 2. Fois 10. Donc la plus grande partie. Vous le voyez, le sondage? Est-ce qu'il a affiché chez vous les résultats? Oui. Oui, parfait. On voit que la plus grande majorité des gens ont répondu x10. Heureusement, ce n'est pas x10. Ça peut paraître beaucoup. La réponse était x2. Mais c'est déjà énorme. C'est déjà énorme de savoir que la production a doublé en 20 ans. Qu'est-ce qui va en être après? Mais Julien va nous en parler bien mieux que moi de tout cela. Et Julien, je te laisse la parole pour te présenter. Et bonjour à tous. Donc, Julien Boucher, je suis ravi d'être là ce soir pour vous parler de ce qui occupe mes journées. Donc, le plastique, la pollution plastique, et qui plus est d'en parler en français, parce que je passe mes journées sur des projets internationaux, donc plutôt en anglais, donc ça fait plaisir de parler un petit peu plus localement. Donc, moi, je suis effectivement expert en environnement, entrepreneur. J'ai cofondé Quantis, j'ai fondé EEA, donc on est vraiment spécialisé dans le conseil et la recherche dans tous les domaines liés à l'analyse du cycle de vie, à l'éco-conception, donc comment construire des systèmes, des produits, des entreprises plus durables. J'ai fait mes études à l'EPFL et qui plus est, je suis passionné donc, de tout ce qui touche à l'eau, donc forcément le lien avec la pollution plastique était assez évident et je me suis spécialisé sur ces sujets depuis 5 ans. C'est un sujet relativement nouveau, le sujet de la pollution plastique.
mais il y a beaucoup à faire. Et du coup, effectivement, agir pour réduire cette problématique et agir aujourd'hui, c'est important pour construire demain et construire un environnement plus sain. Je pense qu'on fait partie de ces générations qui avons vu, on va dire, les plages il y a 30, 40 ans encore relativement vierges de plastique. Et puis aujourd'hui, c'est relativement difficile de se promener sur une plage sans trouver du plastique. Donc j'espère que nos enfants et petits-enfants pourront retrouver cet état un peu plus pur de l'environnement dans le futur. Donc, je vais vous parler maintenant de cette pollution plastique. On parle de pollution plastique, on parle de macroplastique, on parle de microplastique. Donc, finalement, la première question qui va se poser à nous, c'est qu'est-ce que c'est qu'un microplastique ? Je reprends la main 2 secondes. Ouais, voilà. Justement, effectivement. Donc, on va voir ensemble, merci Julien, ce que c'est qu'un microplastique. On va parler un petit peu de la situation franco-suisse en comparaison avec le reste du monde, voir comment est-ce qu'on la mesure, cette pollution. Et puis, finalement, revenir sur notre léman, voir quel impact ça a sur la santé humaine, mais sur l'environnement de manière générale. Puis surtout, finir sur une note positive. Quelles sont les solutions qui s'offrent à nous pour essayer d'améliorer la situation. Donc, pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'un microplastique ? Petit sondage. À votre avis, qu'est-ce que c'est qu'un… Alors, ça, c'est fini. Ici, le 2. Qu'est-ce que c'est qu'un microplastique ? À partir de quelle taille parle-t-on de microplastique ? Je sais, il y a beaucoup de zéros. Vous avez répondu tout de suite. On a des experts parmi nous, vraisemblablement. Effectivement, la majeure partie des gens ont répondu entre 1 micron et 5 mm. C'est bien cela. En dessous, on va parler de nanoplastique. Donc, c'est bien juste entre 5 mm et 1 micron quand on parle de microplastique. Donc, on sait que ce que c'est qu'un plastique, un microplastique par déduction, on va bien se douter que c'est un petit plastique. Julien, du coup, est-ce que tu peux nous dire précisément ce que c'est que ces fameux microplastiques, un terme qui a pris tellement d'importance aujourd'hui dans les médias, dans notre quotidien? La parole est à toi. Ok. Donc, effectivement, un microplastique, c'est un plastique plus petit que 5 mm. On va voir pourquoi on a choisi cette définition de 5 mm. Alors, on parle beaucoup de pollution plastique dans les océans. Et effectivement, si on navigue sur les océans, même dans les endroits qui sont considérés comme, on va dire, très pollués, voilà en général ce qu'on voit. C'est assez rare finalement de voir des gros morceaux de plastique qui flottent, même si parfois on en voit. Mais globalement, la mer reste bleue. Et du coup, la raison pour laquelle on ne voit pas ces plastiques, c'est que justement, ils sont la plupart du temps présents sous forme de micros. Donc, il faut vraiment bien regarder pour les voir. On considère qu'il y a environ que 1% finalement du plastique qui est dans les océans qui est visible. Et puis, par contre, si on regarde bien, si on commence à, on va dire, filtrer la surface de l'eau, on va récolter une série de petits fragments qui commencent à s'accumuler et puis qui sont les microplastiques. Ça peut être soit des fragments du type microbilles, un petit peu comme on voit sur la photo là, donc on va dire relativement sphériques. Ça peut être des fragments qui ont des formes un peu plus compliquées. Ça peut être des filaments aussi, si les microplastiques en question sont plutôt issus de textiles ou de cordage, etc. Donc, c'est relativement varié. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, il y a 2 types de microplastiques principalement. Donc, ce qu'on appelle les microplastiques primaires et les microplastiques secondaires. Donc, les microplastiques secondaires, finalement, c'est les plus simples, entre guillemets. C'est qu'en fait, le plastique, quelle que soit sa taille au départ, une fois qu'il se retrouve soumis aux conditions de vagues et de vent et d'ultraviolets, etc., va se fragmenter.
Et du coup, l'ensemble va devenir micro. Une bouteille va se casser et petit à petit créer des fragments de plus en plus petits qui sont ces microplastiques dits secondaires parce qu'ils ont été créés après que le plastique ait été émis dans l'environnement par opposition aux microplastiques dits primaires qui sont justement, eux, des microplastiques qui ont été émis dans l'environnement directement sous forme de microplastiques. Et on va voir en fait qu'il y a plusieurs sources différentes qui aboutissent à ces différents types de microplastiques. Au final, ce qu'on peut se dire pour conclure sur qu'est-ce que c'est qu'un microplastique, c'est que finalement tous les plastiques qui ont été émis dans l'environnement, que ce soit des micros au départ, donc les primaires, ou des macros, des objets plus gros, vont à terme se retrouver sous forme de microplastiques et donc nourrir cette soupe de plastique dans les eaux intérieures ou les océans. Merci Julien. On parle d'océan. On va voir un petit peu quelle est la quantité de plastique qui arrive chaque année dans les océans, à votre avis? On a la moitié des gens qui ont bien répondu. Effectivement, 10 millions de tonnes. C'est la quantité de plastique qui arrive chaque année dans les océans. Du coup, quelles sont ces fameuses sources, Julien? On parle de plastique. Effectivement. Donc 10 millions de tonnes, alors c'est un chiffre qui est un petit peu abstrait, mais qui paraît quand même assez élevé. Et notre métier à nous, c'est finalement de développer les méthodologies, les outils pour pouvoir calculer et prévoir ces quantités de plastique qui finissent dans l'environnement. C'est vraiment ça qui occupe mes journées. On fait ça beaucoup pour des organisations internationales, notamment l'IUCN, dont le siège est à Gland, dans la région. Alors, on voit sur ce graphique, justement, qui a été publié par l'IUCN, que finalement, on a, comme on l'a vu tout à l'heure au départ, une production mondiale de plastique qui est autour de 400 millions de tonnes aujourd'hui. Et puis, ce qui est yearly plastic leakage, donc leakage, c'est la fuite, donc la quantité de plastique qui se retrouve vraiment dans les océans, qui est de l'ordre de grandeur de 12 millions de tonnes. Donc, première chose à retenir, c'est que en fait, 3% de tout le plastique qui est mis on va dire, sur le marché chaque année finit dans les océans. Donc 3%, ça ne paraît pas beaucoup, mais quand même 3% de 400 millions de tonnes, c'est quand même pas rien. Si votre baignoire fuit de 3% journée après journée, je pense que vous allez quand même avoir un petit peu des dégâts chez vous. Ben, effectivement, c'est une fuite perpétuelle qu'on observe. Les sources, donc on voit sur le camembert de droite qu'il y a une répartition en différentes sources. Donc, une des sources principales au niveau mondial, c'est les 8 millions de tonnes de déchets qui viennent en fait des zones côtières, donc c'est des déchets mal gérés, auxquels s'ajoutent des déchets mal gérés mais qui viennent de l'intérieur des terres et qui sont donc transportés, on va dire, par les rivières. Donc, typiquement, les déchets suisses finiraient dans ces 2 millions de tonnes qui sont apportés de l'intérieur des terres vers les océans. Et puis le reste, c'est soit des déchets qui viennent de l'activité de la pêche, par exemple, filets de pêche, ce genre de choses. Il y a beaucoup de débats sur les quantités, mais on pense que c'est quand même des quantités qui ne sont pas forcément énormes, même si elles font des dégâts en termes de capture de poissons involontaires, etc., puisque c'est des objets en plastique qui ont été conçus pour tuer. Et il reste, c'est 1,5 million de tonnes de justement ces microplastiques primaires qui viennent de plusieurs sources. Typiquement, on voit sur ce nouveau camembert ces différentes sources. En gros, pour simplifier, il y en a un tiers qui vient des textiles. Donc là, quand on lave ses vêtements en matière synthétique, il y a des microfibres qui sont relarguées, qui vont passer dans les égouts, et éventuellement, si elles sont maltraitées, finir dans les rivières, dans les eaux de surface, dans les océans. Donc c'est une source importante de microplastiques.
Une autre source, c'est l'abrasion des pneus, source souvent méconnue, mais quand on roule en voiture, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on doit changer ses pneus régulièrement, eh bien, l'abrasion des pneus, en fait, c'est une abrasion de microplastique, puisque le caoutchouc est principalement synthétique, et du coup, cela se retrouve également en partie dans les eaux et dans l'environnement. Et puis, les autres sources, en fait, sont un mélange de plusieurs sources, des microplastiques dans les produits cosmétiques, des microplastiques liés à la production de plastique, où en fait il y a ce qu'on appelle des pellets, donc des petits granulés de plastique qui sont utilisés pour fabriquer des objets en plastique, qui bien souvent malheureusement se perdent pendant les processus de transport ou de fabrication, qu'on va retrouver dans l'environnement. Et justement, c'est des pellets qui sont de l'ordre d'environ 4-5 mm, et c'est pour ça en fait que l'on a mis une limite à 5 mm dans la définition des microplastiques. C'était pour intégrer aussi cette source importante de pollution. La SL en sait quelque chose puisqu'il y a des études en cours sur des pellets qu'on retrouve même dans le Léman. Alors après, ce qui est intéressant, si on regarde la répartition de ces sources, c'est qu'elle est évidemment très différente d'un pays à l'autre. Là, je vous ai montré des données qui sont mondiales, mais évidemment, la situation est très différenciée selon les zones géographiques. Évidemment, dans les pays, on va dire, où la gestion des déchets est plutôt déficiente, c'est principalement les sources de déchets, on va dire, packaging, emballage, etc., mal gérés, qui dominent la pollution plastique. Mais dans les autres pays, typiquement en Europe, en Amérique du Nord, des pays où on a une gestion des déchets qui est correcte, voire bonne, c'est les microplastiques primaires, donc les textiles, les pneus, qui vont dominer en fait bien souvent les sources notre contribution à la pollution plastique. Donc la situation est très différente évidemment d'un pays à l'autre, et si globalement la gestion des déchets reste une vraie problématique pour nos pays, la gestion des microplastiques primaires est la problématique principale. Parfait, merci beaucoup Julien. On va justement voir un petit peu se recentrer sur notre région au niveau Suisse et France. Je sais qu'il y a des Français qui sont aussi parmi nous, également des Suisses. Petite question justement sur le prochain sondage. Qu'en est-il dans notre région? Alors, hop là. À votre avis, quelle est la quantité qu'on utilise chaque année, de plastique utilisé chaque année par les Suisses et les Français? On voit qu'il y a quand même une certaine différence entre les deux. Les gens ont bien répondu. Effectivement, on a entre 100 kilos en Suisse et 70 en France. D'où vient cette différence? Julien, peut-être tu peux nous dire. On sait effectivement que la problématique, tu viens de le dire, est différente entre la Thaïlande, par exemple, ou chez nous. On a un relativement bon système, d'une part, de collecte, de tri, de valorisation des déchets. Est-ce que c'est juste une impression? Ou est-ce que c'est... Effectivement, donc la situation, on va dire, entre la Suisse et la France est un petit peu différente, 100 kg, 70 kg, mais reste relativement similaire, à savoir que si on regarde au niveau mondial, on est sur des variations entre une dizaine de kilos de production de déchets plastiques à 120, 130 kg pour certains pays. Donc, on est plutôt dans le milieu haut de la fourchette. En général, on va dire, plus les pays sont riches, plus ils on va dire, consomment de plastique. Après, si on regarde en termes de pollution, c'est un petit peu différent. On a plutôt une courbe un petit peu en U, si on veut, pour la pollution plastique, à savoir qu'on a les pays qui sont très pauvres, on va dire, consomment peu de plastique. Ils ont très mauvaise infrastructure, mais en même temps consomment peu de plastique. Donc, ce n'est pas forcément les pires. Les pays qui sont très riches, en général, ont de très bonnes infrastructures
et consomment beaucoup de plastique, mais la résultante est que la pollution plastique n'est pas non plus la plus élevée. Et c'est plutôt un peu les pays qui sont moyennement riches, mais qui n'ont pas encore vraiment la bonne infrastructure, qui évidemment en termes de résultantes de pollution sont les plus impactants. Mais si on regarde, on va dire, sur la situation franco-suisse, ou on va dire européenne, des pays du Nord en général, c'est qu'effectivement, ces dernières années, on a augmenté relativement massivement notre consommation de plastique. Une des raisons, c'est que c'est un matériau qui est très adapté pour de nombreux emballages. En tout cas, c'est ce que montrent de nombreux bilans environnementaux qui montrent que finalement, c'est plus léger, c'est relativement efficace d'un point de vue de la production. On a des emballages qui permettent de réduire les restes, les pertes alimentaires. Du coup, beaucoup de plastique, en fait, beaucoup d'emballages sont passés à du tout plastique. On a augmenté notre consommation de plastique. Alors, est-ce que c'est vraiment un problème chez nous? Comme on l'a vu, pas forcément, parce que dans nos pays, les déchets sont principalement bien gérés. On va dire l'entier des déchets qui finissent dans une poubelle sont collectés et relativement bien géré. Donc, finalement, en France et en Suisse, la situation est un petit peu équivalente aux autres pays, on va dire, développés, et donc très différente des pays, on va dire, en développement, puisque dans les pays en développement, on va avoir des filières de collecte et de recyclage qui sont, on va dire, complètement différentes. Donc ça, c'est des photos que j'ai prises dans un pays donc, qui est opposé, on va dire, en termes de gestion des déchets à la Suisse et à la France, donc c'est en Thaïlande. On voit deux choses. Déjà, on a des pays qui sont plus pauvres, donc les gens ont tendance à acheter plus dans des doses d'emballage à usage unique, même les détergents, les savons, ce genre de choses, parce que les gens n'ont pas forcément toujours les moyens d'acheter des bidons de 1 ou 2 litres. Donc ça multiplie pas forcément les tonnes d'emballage, mais ça multiplie les emballages très légers qui vont avoir une tendance à finir dans l'environnement et à s'envoler beaucoup plus importante que des bouteilles plus lourdes, et donc ça complexifie beaucoup le recyclage. Et puis, on a des filières de collecte et de recyclage qui sont, on va dire, pas forcément efficaces d'un point de vue environnemental. Je ne vous parle pas des conditions sanitaires et qui aboutissent à en fait, beaucoup de pollution liée à la collecte et au recyclage du plastique en lui-même, sans parler que parfois ces plastiques sont même des plastiques qui sont importés depuis chez nous. Mais du coup, si on revient sur finalement la situation en franco-suisse, où est la problématique en fait pollution plastique chez nous, en fait, il y a trois enjeux. Un, c'est les microplastiques primaires. On en a parlé tout à l'heure, c'est ce qui domine chez nous. Les pneus, les textiles, par exemple. Deux, et ça reste quelque chose de très important, c'est le littering, c'est-à-dire qu'effectivement, un déchet qui est collecté et mis dans une poubelle va être généralement bien géré, mais s'il n'est pas mis dans une poubelle, ce qu'on appelle le littering volontaire ou involontaire, c'est un déchet qui risque de finir dans le lac, et on sait qu'il finit dans le lac en partie. Et puis, l'autre sujet, dans quand même pas mal de pays européens, c'est la question des exports, parce qu'une partie de nos déchets plastiques sont exportés pour être recyclés peut-être dans un autre pays. Et on sait que même s'il y a environ 50% de ces déchets exportés qui sont en fait pas recyclés, et du coup qui sont indirectement une source de pollution dans d'autres pays, mais ça reste quand même nos déchets. Donc en France et en Suisse, on est un peu face à ces problématiques, je dirais, si on regarde de près. Merci Julien pour ce point de situation. On va regarder maintenant comment est-ce qu'on mesure cette pollution. On a vu tous ces beaux graphiques. Concrètement, comment on la mesure? Est-ce que c'est des petits lutins microscopiques qui vont aller compter ces petits dans les eaux notamment? On sait qu'il y a plusieurs types de méthodologies. Je t'écoute. Nous t'écoutons. Du coup, effectivement, il y a un peu deux grandes écoles, on va dire. Il y a des gens qui vont sur le terrain, qui prennent des échantillons et qui essayent derrière d'agréger toutes ces informations mesurées, on va dire. C'est ce qu'on appelle les approches bottom-up. Et par opposition, on a des approches top-down. C'est plutôt, on va dire, des geeks derrière leur ordinateur qui font des calculs basés sur des données économiques. Les deux ont des avantages et des inconvénients, je dirais. Bottom-up, on prend des échantillons, ce n'est pas forcément toujours facile d'extrapoler, on n'est pas sûr d'être vraiment représentatif de la situation. On peut rater
des endroits où il y aurait du plastique, parce que finalement, on va mesurer que là où on pense qu'il y a du plastique. Et l'approche top-down, on capture tout le plastique, puisqu'on part des données de production, des données de vente, des données de commerce, mais derrière, on ne sait pas forcément toujours bien quels sont les plastiques qui finissent vraiment dans l'environnement. Donc, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on essaye en fait de coupler les deux approches pour calibrer les modèles avec deux approches complémentaires. C'est ce qu'on a fait, on va dire, dans une collaboration avec l'ASL, avec le PFL, il y a 2 ou 3 ans. Au niveau du lac Léman, qui en plus a l'intérêt, le lac Léman, d'être, on va dire, petit comparé à d'autres océans, et en plus d'être un lac relativement, par définition, bien circonscrit pour réaliser ce type de bilan. Merci Julien pour la transition. Effectivement, on va voir maintenant qu'est-ce qu'il en est sur le lac dans la région. Je vais encore vous mettre à contribution pour savoir cette fois-ci si on considère, excusez-moi, je vais ici, de nouveau, 4, 5. Si on considère qu'il y a environ 1 million d'habitants donc, qui utilisent le lac tous les jours, quelle est leur contribution par année de chacune de ces personnes à la pollution plastique? Les avis sont tranchés. Pas tout le monde est d'accord et la bonne réponse est sac plastique, 50 grammes en moyenne par personne et par année dans le lac. On verra ce que ça donne au total. Du coup, Julien, je te redonne la parole par rapport à cette problématique lémanique. Voilà, donc, on vient à notre cher lac. Donc, effectivement, on utilise environ 130 000 tonnes de plastique par année dans la région. On voit qu'elle est utilisée pour différents usages. Effectivement, l'emballage qui domine, la construction qui reste relativement importante, et puis d'autres sources qui sont mentionnées ici. Et sur cette quantité, il y en a une très grande partie, on va dire, qui est incinérée. C'est vrai qu'on a surtout en Suisse, une grosse politique d'incinération, et puis une petite partie qui est recyclée, principalement du PET. Ça, c'est la situation, on va dire, de l'utilisation. Après, nous, ce qui nous a intéressé, c'est vraiment de regarder justement combien de ce plastique finit dans le lac. Donc, on a couplé les deux approches. Donc, l'approche top-down, où on a regardé combien de plastique, c'était plutôt le slide d'avant en fait, c'est inversé les titres, mais c'est pas grave. L'approche top-down, où en fait, on a regardé finalement combien de plastique finit dans le lac, basé sur les kilomètres roulés, le plastique utilisé dans la construction, le textile, etc., etc. Ce qu'on voit sur le graphique, c'est une échelle logarithmique, c'est que la pollution plastique dans le lac est dominée par les poussières de pneus, 30 tonnes, et le packaging, donc le littering, en deuxième position, puis ensuite donc les déchets de construction et les textiles. Donc, c'est vraiment les 4 sources principales de pollution dans le lac qui ont été déterminées basées sur ces approches top-down de modélisation des secteurs économiques. Il y a des grosses incertitudes, évidemment, vous voyez les barres d'erreur, mais ça donne comme une bonne idée des sources de plastique qui arrivent dans le lac. Ça, on l'a, on va dire, validé par une approche, cette fois bottom-up, où on a regardé, donc avec le PFL, en fait, mesurer en fait, les quantités de plastique qu'on retrouvait dans différents émissaires au lac, donc les rivières en période sèche, en période
de crues, les déversoirs d'orage, les sorties des stations d'épuration, également les dépositions atmosphériques. On a donc pu estimer les quantités, un flux annuel qui arrivait au lac. On voit que la dominante principale, c'est les rivières. Hein. En période de crue, on va dire qu'il y a un flush du plastique qui arrive au lac. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les quantités totales, on ne voit pas sur le graphique, mais si on compare ici les 41,3 à 8,9, etc., on arrive à une cinquantaine, un peu plus de 50 tonnes qui finissent dans le lac. Et l'approche top-down, elle arrive à des chiffres assez similaires. Donc, les modèles, on va dire, convergent assez bien. Et puis, les choses sont résumées ici. On a environ 55 tonnes de plastique qui arrivent dans le lac chaque année. Environ 40 tonnes qui finissent au fond du lac. Donc ça a été aussi mesuré avec des analyses de stock dans les sédiments. On a à peu près 600 tonnes de plastique accumulées aujourd'hui dans le fond du lac, dans les premiers centimètres de sédiments. Donc chaque année, c'est à peu près 40 tonnes qui s'y rajoutent. Environ 10 tonnes qui sont, on va dire, extraites par les nettoyages des berges, Net-Léman et autres. Et puis environ 5 tonnes qui continuent sa route par le Rhône, peut-être jusqu'à la mer Méditerranée. Donc voilà, avec l'ASL, on avait donc généré une infographie et des documents de communication pour expliquer ça avec donc certaines sources qui sont des microplastiques primaires, d'autres sources qui sont des macroplastiques, mais qui résument un petit peu ce que je viens de dire. Donc effectivement, on est en Suisse, on est en France, on a un bon système de management, mais on a quand même une quantité importante de plastique qui finit dans notre environnement proche, donc le lac Léman. Parfait. La question qui brûle les lèvres à beaucoup, c'est finalement, et cette pollution, est-ce qu'elle a vraiment un impact? Quel impact? C'est vrai qu'on voit souvent des images de macro-déchets avec des tortues qui ont avalé des sacs plastiques. C'est vrai que pour les macro-déchets, on arrive assez facilement à comprendre la problématique de l'étouffement, d'obstruction des voies digestives ou respiratoires, ou encore de l'enchevêtrement dans des filets de pêche. Mais qu'en est-il pour ces petits plastiques? Mais d'abord, avant que Julien, tu nous y répondes, je vais vous remettre à l'épreuve. À votre avis, en 2050, quelle sera la part de plastique dans les océans comparativement aux poissons? Y aura-t-il plus de plastique, moins de plastique que de poissons? Des experts parmi nous, vraisemblablement. Effectivement, on estime comment le chiffre a été calculé, mais effectivement, on estime que la quantité de plastique dans les océans sera environ égale à celle du poisson d'ici 2050. Du coup, Julien, tous ces plastiques, quel impact ils ont sur l'écosystème aquatique et plus spécifiquement peut-être sur la santé humaine, ou en tout cas où en est l'état de l'art aujourd'hui? On sait, tu l'as dit, que ça ne fait pas bien longtemps qu'on étudie toute cette problématique. Donc, qu'en est-il aujourd'hui? La réponse courte, c'est on ne sait pas. Je dirais sur la partie quantité, donc ce que j'ai montré avant, on commence à avoir une vision assez claire. Il y a pas mal d'études qui convergent et je pense que les chiffres qu'on articule, différents groupes, top-down, bottom-up, commencent à vraiment, je pense, se consolider et être relativement crédibles en termes de quantité. Sur la partie impact, donc finalement, et alors, on a du plastique dans l'environnement, et alors, on est encore au balbutiement. Donc, je me risquerai pas de conclusion là-dessus. Je pense que la manière de réfléchir pour moi, c'est est-ce que ça a un impact? Oui, ça a un impact, évidemment. Mais est-ce que cet impact est important? Est-ce que cet impact est important par rapport à d'autres, on va dire,
menaces qu'on a dans les écosystèmes, la surpêche, les pesticides, etc. Ou est-ce que c'est quelque chose de plus marginal? Là, je pense qu'on n'a pas vraiment la réponse claire, mais je pense quand même le principe de précaution s'applique, d'autant plus que si on regarde les pronostics, le phénomène va s'accélérer. Donc, il est prévu que dans la trajectoire actuelle, y compris les actions en cours pour améliorer la situation, la quantité de plastique qui va finir dans les océans va tripler d'ici 2040. Donc, on risque quand même d'arriver à un seuil critique. Les mécanismes d'impact, ils sont, pour simplifier, c'est des impacts physiques. On voit sur ces images, donc il y a des animaux qui se font étrangler, qui suffoquent en lien avec des macroplastiques qui ont une certaine forme, typiquement les filets de pêche, mais d'autres plastiques qui sont de plus en plus, on va dire, arrêtés parce que justement, ils sont designés d'une certaine manière qui va nuire à la faune. Mais après, il y a toute la question des microplastiques qui est probablement la plus importante parce que c'est la grande partie des quantités. Et là, on sait qu'il y a des effets. Il y a un des effets qui est mesuré, c'est qu'en fait, les organismes aquatiques ingèrent ces microplastiques comme s'ils ingéraient en fait du plancton, leur nourriture. Et en fait, ils ont un sentiment de satiété, mais en fait, le plastique n'a pas de valeur énergétique ou nutritionnelle pour eux. Donc, en fait, il y a une diminution de la taille des organismes, un affaiblissement des organismes simplement par manque de nourriture. Et l'autre aspect, c'est l'aspect toxicité, parce qu'effectivement, ces microplastiques contiennent des additifs potentiellement toxiques, y compris pour nous, et aussi sont vecteurs, enfin, servent en fait d'éponge, enfin, on va dire, agissent un peu comme des éponges qui vont accumuler des pesticides, par exemple, et du coup, potentiellement contaminer les organismes. Donc, il y a pas mal de recherches en cours là-dessus. Bien sûr, ça a un impact. Est-ce que cet impact est important ou pas? Et est-ce qu'il va aller jusqu'à nous? Je dirais, restons prudents, mais dans les deux sens du terme. Merci, Julien. Donc, on sait qu'on ne sait pas, c'est déjà pas mal. Dernier point pour finir sur une note positive. Quelle solution avons-nous aujourd'hui? Quel avenir? Et dernier petit sondage pour vous derrière votre écran. Plus philosophique celui-ci. Imaginez, nous sommes en 2040. Quelle est la manchette que l'on verra dans la rue? À la une des journaux, qu'est-ce qu'on aura comme grand titre selon vous? C'est relativement intéressant, comme je dis, c'est plutôt philosophique tout ça. On est pessimiste ou on est optimiste. On voit que certains voient une augmentation du plastique jusqu'en 2040. Vraisemblablement, c'est ce vers quoi on tend si on reste aujourd'hui avec nos us et coutumes. On voit qu'il y a aussi des optimistes qui pensent que la courbe va s'inverser. Nous l'espérons tous. Les solutions vont exister. Il n'y a plus de plastique dans la nature. Un matériel du passé, effectivement, je pense que c'est un peu utopique, même si souhaité par l'un d'entre vous. Et vive le jetable, effectivement, hein, fini le jetable, vive le réutilisable, pardon. C'est une des grandes questions. Comment faire pour limiter tout ce plastique qui finit en déchets qu'on ne peut pas utiliser? Hein, donc finir sur des bonnes solutions. Je l'espère, Julien. Que pouvons-nous faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui reste à faire d'un point de vue scientifique ou pour le grand public pour faire en sorte de ne pas avoir encore une augmentation, un doublement de cette production de plastique, cette utilisation de plastique d'ici à 2040?
Effectivement, les résultats du sondage précédent étaient intéressants, hein. C'était assez contrasté. En fait, on a fait une étude, donc je faisais partie d'une étude d'un groupe d'experts internationaux qui a été publié l'année passée dans Science, qui essayait justement de prédire ce qui allait se passer d'ici 2040 en termes de pollution plastique. Et les conclusions sont les suivantes. Si on ne fait rien, la pollution plastique va tripler d'ici 2040. Ce n'est pas forcément intuitif parce que moi, je me disais à la base, on est en train d'améliorer la gestion des déchets dans plein de pays, donc la situation va s'améliorer. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la vitesse à laquelle on augmente la génération des déchets plastiques est plus importante que la vitesse à laquelle on augmente l'amélioration des infrastructures. Donc la situation s'empire. Deuxième chose, c'est que on va dire, les actions actuelles qui sont prises ou prévues du type la Single Use Directive au niveau européen, donc qui interdit les plastiques à usage unique, ou plein d'initiatives qui sont prises par le secteur privé ou dans d'autres régions du monde, ne permettent d'infléchir cette tendance de triplement que de 7%. Donc on gagne un tout petit peu, mais c'est vraiment l'épaisseur du trait. Donc ça, c'est les mauvaises nouvelles, c'est qu'actuellement, on n'est pas du tout assez ambitieux et la problématique s'accentue clairement. On a vu, la production plastique a doublé depuis l'an 2000, c'est quand même impressionnant. La bonne nouvelle, d'une certaine manière, c'est qu'on a toutes les technologies pour résoudre le problème et dans les scénarios qu'on a modélisés, on a vu qu'on pouvait abattre de 80%, ou réduire de 80%, on va dire, ce phénomène de pollution plastique si on mettait en œuvre les solutions. Ce qui reste, c'est principalement la question des pneus qui est plus difficile à résoudre, mais sur la question de la gestion des déchets, les technologies, les solutions existent. Et moi, j'ai tendance à dire, la difficulté aujourd'hui, ce n'est pas de trouver les solutions, mais c'est de trouver les solutions pour implémenter les solutions. Donc, effectivement, c'est un petit peu ça le challenge. Donc, il s'agit de mettre en œuvre ces solutions, donc principalement développer la gestion et la collecte des déchets partout où elle est déficiente. Il y a un tiers des déchets au niveau mondial qui n'est pas collecté, c'est une grosse partie du problème, et un tiers qui est mal géré. Éco-concevoir en amont pour éviter de mettre des plastiques dans les produits, réduire la quantité on va dire, en input, évidemment. Et puis, globalement, sensibiliser, continuer à mobiliser les gens pour mieux utiliser le plastique, réutiliser, etc. Et puis, pour ce qui reste, innover, typiquement la question des pneus. Donc, il y a de l'espoir, mais il faut s'y mettre, quoi. Donc, gardons espoir. C'est un beau mot pour la fin, effectivement. On arrive à la fin de cette présentation. Je te remercie beaucoup, Julien, pour toutes ces informations riches. On a encore notre séance de questions-réponses qui, j'en suis sûr, va permettre d'amener encore d'autres éléments de réponse à vos interrogations. Je me permettrai de conclure pour faire un petit peu de pub pour l'ASL, mais dire que l'ASL aujourd'hui agit et prend vraiment ce problème des déchets de manière générale vraiment à cœur. D'une part avec sa grande opération de nettoyage qui a débuté en 2005 et qui permet de soulager effectivement le lac de 5 à 10 tonnes de déchets, pas que plastique. Mais on a de plus en plus, on voit qu'au niveau du tonnage, on a un tonnage qui est similaire depuis 2005 à aujourd'hui, mais les gros déchets, notamment métalliques, qui pesaient lourd dans la balance avant, il y en a de moins en moins et on retrouve de plus en plus de déchets liés au littering. On fait également beaucoup de lutte contre les plastiques à usage unique au travers de la sensibilisation. Ça fait déjà quelques années avant qu'on ait partout des bols, par exemple, pour les take-away qu'on puisse amener. Ça fait longtemps qu'on essaye d'informer les gens sur cette problématique et ça fonctionne bien. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a un bel élan de la part des politiques, mais aussi des entreprises pour mettre en œuvre ce type de solutions. Julien vous a parlé de la modélisation qu'on a fait des flux de plastique, des intrants dans le Léman fin de 2019. À la suite de ça, on a également organisé un workshop avec une 60aine de spécialistes du domaine de toute la région pour essayer un petit peu de voir quelles étaient les problématiques, qu'est-ce que les gens avaient à cœur d'essayer d'améliorer, quels étaient les sujets qui avaient des manquements dans la région, soit au niveau du système de traitement des eaux usées, par exemple, ou encore, on a parlé de cette information de sensibilisation ou de l'impact sur la biodiversité
Et finalement, on a une étude qui est en cours, on est au tout début, qui devrait durer ces 3 prochaines années pour essayer pour évaluer le stock de microplastiques qu'on a sur les plages, avec toujours un objectif à terme qui est de pouvoir se diriger ensuite vers, d'une part, les gestionnaires d'infrastructures, mais également vers les entreprises pour arriver avec des chiffres et leur dire, voilà quel est le problème. Julien a parlé des pellets tout à l'heure. On en voit certains, on en a vu tout à l'heure une illustration. Donc, essayer d'agir concrètement sur un sujet plus qu'un autre auprès des entreprises ou des collectivités pour qu'elles puissent agir. Voilà, je vous remercie encore tous d'avoir été présents ce soir, surtout Julien pour toutes ces informations. On va maintenant passer aux questions-réponses. C'est Alexis Pochelon qui va prendre toutes ces questions, celles qui ont déjà été posées lors du formulaire d'inscription ou celles que vous avez posées, je vous le rappelle, sur le chat, petite icône discussion que vous avez en bas. Si vous avez des questions encore maintenant, n'hésitez pas, posez-les. Et la parole est à Alexis pour poser les questions de nos internautes. Merci beaucoup. Alors, on va commencer par une première question quant aux actions qui sont dès aujourd'hui mises en place pour lutter contre la pollution plastique et de savoir si il y a des mesures qui sont mises en place au niveau des affluents et de l'exutoire du lac pour essayer de limiter la pollution, pour capturer la pollution à la source. Alors, déjà, c'est pas forcément ce que j'appellerais capturer la pollution à la source, parce qu'une fois qu'elle est dans le lac, ça devient assez compliqué de la collecter. Je pense qu'il y a eu des essais au niveau de certains égouts de mettre, on va dire, des grilles ou ce genre de choses pour récupérer du plastique. Ça existe déjà, hein, d'ailleurs dans les dégrilleurs, dans les déversoirs d'orage, etc. La problématique, c'est qu'il y a une partie de ces plastiques, on va dire, trop petits qui passent à travers. Donc, typiquement, si on parle de réduction à la source, on serait plus sur niveau 1, prévoir au niveau de la gestion de la propreté urbaine, de faire les ramassages au bon moment, des mégots dans les zones de pique-nique avant qu'il y ait un orage, intensifier les périodes de ramassage au bon endroit et au bon moment. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, notamment sur l'optimisation de tout ça. Ça, c'est le niveau 1. Le niveau 2, évidemment, c'est agir encore plus en amont pour réduire on va dire les quantités de plastique impliquées dans ce type d'activité ou le plastique dans les objets qui risquent de finir dans l'environnement. Mais à ma connaissance, mais Adrien, peut-être tu peux compléter, il n'y a pas vraiment de projet de filtre, on va dire, au niveau du léman de nettoyage, on va dire, dans l'eau. Alors, il y a Netléman qui collecte sur les berges, mais il n'y a pas vraiment de filtre au niveau des rivières ou ce genre de choses. Non, il n'y a pas de projet. Enfin, on sait qu'il y a, comment il s'appelle, M. Bourgnon, qui a un projet, il a son grand bateau, le Manta, et il souhaiterait éventuellement faire un bateau similaire sur le Léman, mais je crois que c'est encore qu'à l'état de projet. Ouais, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'alors, moi personnellement, donc, filtrer l'eau du lac en pleine eau ou en pleine mer, j'y crois pas du tout, hein, donc c'est beaucoup trop dilué pour avoir une action efficace. Filtrer au niveau d'émissaire, d'une rivière, d'un cours d'eau ponctuel, là c'est différent parce qu'on peut avoir effectivement des flux plus concentrés. Par contre, ce qu'il faut, alors si c'est un égout, normalement ça ne devrait pas arriver sans traitement dans le lac, mais si c'est une rivière, la problématique c'est que mettre des filets, mettre des barrages, on a aussi une perturbation pour la faune. Donc c'est très compliqué de mettre ce genre de barrière physique au plastique sans, on va dire, impacter l'écosystème. Et à titre d'information, il y a des Néerlandais qui développent un système qui s'appelle le Great Bubble Barrier, donc qui en fait essaye de remplacer justement des obstacles mécaniques par des systèmes de bulles en fait qui créent une sorte de gradient ou d'entonnoir sans, on va dire, perturber les poissons et la faune. Donc, il y a éventuellement des solutions de ce type-là qui sont en train d'être développées, mais pensons en amont. Je pense qu'il faut d'abord éviter que le plastique se retrouve dans le lac ou dans les rivières, parce qu'une fois qu'il y est, c'est un petit peu trop tard.
Très bien, merci. Ensuite, une question sur une fois que les microplastiques sont dans le milieu aquatique, est-ce que leur présence pourrait avoir un rôle sur le réchauffement de l'eau par le rayonnement solaire sur leur surface, ou est-ce qu'on a remarqué un impact sur les populations donc de faune dans les milieux aquatiques, hors l'aspect ingestion, mais juste la présence comme élément physique? Est-ce qu'il y a des études dans ce sens-là ou... Sur l'aspect thermique, on va dire, à ma connaissance, je n'ai pas vu d'études sur l'impact en pleine eau des particules sur le réchauffement. Par contre, il y a des études qui ont été faites sur la glace. Je crois dans les Alpes, mais j'ai surtout connaissance d'une étude sur les pôles qui essayait de voir finalement si les particules qui se déposaient, soit on va dire, de fluides atmosphériques, soit en concentration dans la glace qui se formait, avait un impact sur justement la fonte. Alors, il faudrait revérifier l'étude, mais a priori, il n'y avait pas vraiment une conséquence ou un impact significatif, en tout cas sur la glace. Vu que on va dire la majorité du plastique n'est pas en surface, finalement la quantité qui est en surface est relativement faible, la majorité en fait va se retrouver au fond. Donc, je pense que ce n'est pas quelque chose de déterminant et qu'il y a beaucoup d'autres enjeux sur la question du réchauffement. Sur les impacts sur la population, comme on disait, il y a plein d'impacts directs ou indirects. Ils sont relativement mal connus à ce stade. Très bien, merci. Après, une question pour les poussières de pneus. Est-ce que la démocratisation des voitures électriques qui, a priori, sont plus lourdes et accélèrent plus rapidement, est-ce que ça pourrait jouer un rôle sur une augmentation encore de ces sources de poussière de pneus? Tout à fait, ouais. Là, il y a des études qui ont été faites par un organisme en Allemagne qui travaille pas mal sur le test des pneus et qui montre que plusieurs choses, c'est qu'effectivement, les pertes en poussière de pneus sont plus importantes en zone urbaine quand on a des fréquents changements de direction et des accélérations, freinages plus importants. Et puis que les véhicules plus lourds, avec un torque plus important, donc les voitures électriques, effectivement, émettent plus de poussière que des véhicules classiques. Donc, c'est tout à fait juste. C'est malheureux, mais c'est une conséquence négative de l'électrique. Ouais. Très bien. Du coup, peut-être une question plus pragmatique. Comment est-ce que d'autres associations ou des individus et comme ça peuvent aider, prêter main forte ou autre pour essayer de lutter contre... Enfin, quels sont les bons gestes à adopter pour essayer de lutter contre cette pollution? Donc, peut-être je fais une réponse rapide et je laisserai peut-être Adrien compléter. Mais effectivement, en tant que citoyen, je dirais tout ce qu'on peut faire pour réduire son utilisation de plastique de manière intelligente. Je pense qu'il ne faut pas forcément bannir tout le plastique, mais de manière générale, le recours à des modes d'emballage et de transport et d'utilisation de la nourriture qui sont réutilisables, des sacs réutilisables, etc., à partir du moment où on les réutilise vraiment et suffisamment et qu'on ne les lave pas 10 fois entre chaque repas, en général, on est quand même dans le juste. Donc là, je pense que c'est la responsabilité de chacun. Ensuite, il y a la question du littering, donc les déchets qui se retrouvent par terre. Je pense que les gens qui sont dans la conférence ici sont tous des gens très intéressés et avertis par le sujet. Donc, probablement pas des gens qui sont responsables de beaucoup de littering. Donc, la question, c'est comment on fait pour toucher les gens qui sont finalement pas du tout concernés par ce sujet, qui ne sont pas dans ces conférences et qui sont responsables du littering. Je dirais ça, c'est un vaste débat, je ne rentrerai pas forcément dedans. Mais par contre, ce qui va être important en termes de science, en fait, c'est que les citoyens participent à des nettoyages si c'est possible, mais surtout utilisent des apps du type de l'app de Netlément pour en fait nous aider aussi à générer des données sur quel plastique est trouvé où,
Et ça, c'est hyper utile pour nous parce qu'on rentre ces informations derrière dans les modèles pour mieux comprendre finalement les tenants et les aboutissants de la pollution plastique. Donc ça, je pense, c'est en termes de contribution scientifique, la recherche, on va dire, citoyenne est toujours utile. J'ai effectivement pas grand-chose à rajouter. C'est vrai que la science participative qu'on essaye de mettre en place à l'ASL au travers de notre app, merci Julien d'en parler, vous pouvez télécharger sur netlément.app. Ce n'est pas une application que vous trouverez sur l'App Store ou le Play Store. Il permet justement effectivement à tout un chacun, quand il fait une action de nettoyage individuel, de garder en fait ces données qui permettent d'alimenter des bases globales qui permettent après de faire des études. Après, tout un chacun, c'est, voilà, je pense, c'est informer, sensibiliser les gens autour de soi. Maintenant, Julien, tu l'as dit, c'est toucher ceux qui, quelque part, sont les mauvais élèves, qui ne représentent même pas 5% de la population. Hein. Quand vous interrogez les gens, personne ne jette ses déchets dans la nature. Ça, c'est un fait. Souvent, c'est malencontreux. Mais après, quand on regarde un petit peu l'étendue, on voit que ce n'est pas que des citoyens. Je reviens à mes histoires de pellets. Là, c'est directement l'industrie. Ce n'est pas nous, citoyens, on ne peut pas y faire grand-chose. La construction, notamment avec les mousses d'isolation, on en retrouve énormément sur les plages. Donc là, de nouveau, c'est toucher un public, pas le grand public, mais un public ciblé cette fois-ci au niveau des entreprises et puis essayer de mettre en place des bonnes pratiques chez eux pour essayer de limiter au maximum ces fuites chez nous, puisqu'après, elles partent ailleurs. Et après, quelque part, il y a peut-être de nouveau quelque chose de plus philosophique, c'est toujours le franc qui est investi chez nous pour quelle amélioration, alors que ce franc pourrait être investi ailleurs dans le monde pour une amélioration beaucoup plus grande si on pense au global et pas juste à notre lac, même si vous l'avez vu sur certaines images, la situation est quand même assez catastrophique quand on montre certaines images, notamment de la réserve des Grangettes. Peu de gens imaginent que ça existe à côté de chez nous. On a peut-être vu ces images à l'autre bout du monde, mais non, ça existe aussi chez nous, juste là à côté. Donc, effectivement, c'est un travail au quotidien. Et peut-être ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est finalement plus une question de comportement et d'usage qu'une question de matière. Donc, ce n'est pas forcément, pour moi, le plastique qu'il faut blâmer en tant que tel, mais c'est l'utilisation qu'on en fait. Et je vais juste donner un exemple d'une étude qu'on a faite sur les masques Covid, hein, qui sont encore d'actualité. On a comparé avec Unisanté dans le canton de Vaud, donc différents types de masques en termes d'impact environnemental et de protection. Et c'est le masque en polypropylène chirurgical qui ressortait comme la solution la plus favorable, pour autant qu'on le réutilise au moins 10 fois. Et c'était plus favorable que les masques en coton. Donc, tout ça pour dire que ce n'est pas forcément plastique versus coton. Le sujet, c'est réutiliser le sujet. Et réutiliser du plastique, ce n'est pas forcément mauvais. Voilà. Donc, c'est vraiment l'usage qu'on en fait plus que la matière qui détermine l'impact du produit. Très bien, merci. Du coup, donc pour résumer un peu cette question, c'est vraiment éviter l'usage unique pas par tous les moyens, mais au maximum, et que le plastique n'est pas forcément mal s'il est bien utilisé. Et peut-être juste pour finir aussi, parce que finalement en Suisse, on a moins ces problématiques. Si vous voyagez à l'étranger, quand on pourra voyager, il faut être encore plus vigilant, on va dire, dans ces pays où les déchets sont mal gérés, parce que là, vous pouvez avoir en une semaine plus d'impact qu'en un an en Suisse, et c'est des choses qu'on a montrées aussi. Et peut-être un point qui est important, qui est très indirect, mais très important, c'est favoriser la consommation de produits, si vous achetez des produits en plastique, qui intègrent du recyclé à l'intérieur. Parce qu'en fait, une des problématiques de la pollution plastique, c'est qu'il n'y a pas assez de valeur dans le déchet. Du coup, il n'est pas collecté, il n'est pas recyclé. Donc, si vous achetez des matériaux en plastique recyclé, vous contribuez à augmenter la demande pour du recyclage. Et c'est quelque chose qui, quelque part, est très favorable si on densifie un petit peu cette pratique pour recréer ou créer une vraie économie de collecte et de recyclage au-delà des frontières suisses. Et c'est ça, en fait, qui va vraiment qui va permettre de créer cette circularité de l'économie plastique
qui n'existent pas actuellement. Donc, c'est très indirect, mais je pense qu'une des actions les plus efficaces, c'est favoriser les produits qui intègrent du contenu recyclé pour dynamiser l'économie du recyclage. Parfait, oui. Là, un petit élément aussi, c'est pour revenir à ce qu'on disait avant sur sur l'éducation et le manque de civisme peut-être qu'on a, il y a quand même certains pays où finalement dans la rue, il n'y a pas de poubelle parce que les gens ont l'habitude de ramener, pas qu'ils les laissent du coup dans la nature, mais ils récupèrent leurs déchets, ils les ramènent chez eux, ils les ramènent au travail après, ils pensent différemment. Quand ils vont faire un barbecue, ils mettent leurs saucisses dans un Tupperware qu'ils vont ramener. Ça évite d'avoir des déchets souillés qu'on doit remettre dans son sac. Donc voilà, donc il y a aussi peut-être une habitude à avoir différente. Et souvent, justement, quand on pose la question j'aime bien la poser aux enfants dans les écoles, par exemple, est-ce que c'est normal d'avoir des poubelles dans la rue? Tout le monde dira oui. Et pourtant, d'un point de vue peut-être philosophique, non, c'est pas normal, puisque c'est pas à la collectivité d'assumer le coût de l'élimination de ces déchets. Donc, soyons responsables de nos déchets et pensons un petit peu différemment à produire moins de déchets. On a parlé voilà, de quelques solutions avec des contenants réutilisables, par exemple, pour tendre voilà, vers un civisme général. Mais voilà, il y a des questions culturelles derrière qui sont sans fin, je crois. On a fait le tour des questions, Alexis? De mon côté, on a fait le tour des questions qui ont été posées. Merci en tout cas pour vos questions et la curiosité sur le sujet. Ben, c'est fort aimable, merci Alexis. Peut-être une petite phrase qui a été mise que j'ai bien aimée, ça veut dire qu'à force que les poissons mangent du plastique, peut-être qu'un jour, on n'aura plus besoin de les emballer dans du plastique. Ceci pour vous faire réfléchir. Bref, en guise de fin, le prochain webinaire qui traitera des forêts sous lacustres, car oui, nous avons de grandes forêts sous la surface du lac. Le lac n'est pas juste une grande surface d'eau, il y a plein de choses qui se cachent dessous. On pourra le découvrir le 30 août. Il n'y aura pas de webinaire au mois de juillet. On fait une petite pause estivale. Donc, on vous attend nombreux avec comme spécialiste un biologiste, plongeur et membre de l'ASL de longue date, Pascal Mulatieri, qui vous expliquera tout cela. Quelques autres petits événements de l'ASL, une exposition à partir du 2 juillet à Évian. On vous encourage, si vous passez dans le coin, à venir nous voir. Également, le 17 et 18 juillet, l'Odyssée du Léman, Noam Yaron, un jeune qui va tenter de battre le record du monde de la traversée du lac à la nage, donc Bouvray-Genève, qui arrivera sur Genève au Bain des Paquis, théoriquement le 18 juillet, bien sûr, dépendant de la météo. Et nous sommes partenaires de ce projet. Dans la même lignée, un autre jeune qui, lui, va faire le tour du lac, cette fois-ci, du lac à la nage, 180 km avec étape. Et donc, il sera le 8 août, sauf erreur, à Évian, donc départ à Évian, arrivée à Évian. Et également sur Genève, un autre stand qu'on tiendra avec l'ASL à Tropical le 2 août. Le 24 août, avec Alexis, vous aurez, si vous êtes matinal, la possibilité de pouvoir venir découvrir un petit peu ce qui se cache sous l'eau, apprendre, voir, pas que sous l'eau, aussi en surface, tôt le matin, avant d'aller au travail, une petite baignade dans le lac, que ça fait du bien. On a encore d'autres dates. Et jusqu'à présent, ça a très bien marché. Donc, de nouveau, je vous encourage à aller faire un petit tour sur notre site où vous trouvez toutes ces informations et encore plein d'autres informations sur le Léman, sur la région lémanique de manière générale. Finalement, je vous rappelle que ces webinaires peuvent vous être proposés de manière gratuite et tant d'autres activités qu'on propose grâce au soutien de nos membres et autres donateurs. Donc, si vous vous sentez l'âme généreuse, je vous encourage à nous rejoindre sur notre site également, où vous trouverez toutes les informations. Et bien évidemment, on reste à votre entière disposition. Si vous avez des questions au sujet de notre région, nous essayerons d'y répondre dans la mesure de nos compétences.
Je vous remercie toutes et tous d'avoir été avec nous ce soir